Bonjour et merci d'être connecté aujourd'hui. Merci également à Women Tech Maker d'avoir maintenu l'événement malgré les circonstances et d'avoir réussi à se reconvertir en événement complètement à distance. Aujourd'hui, je vais aborder le pentest web, mais en avant-propos, je vais me présenter et je vais expliquer comment je suis devenue pentesteuse. J'ai commencé dans les nouvelles technologies comme développeuse et très vite, je me suis interrogée quant à la sécurité des applications que je livrais. Et donc, j'ai décidé de m'auto-former pour devenir pentesteuse. Et j'ai documenté cette auto-formation sur mon blog et j'ai fait une formation sur mesure en fonction de mon background et en fonction des éléments importants, des sujets qui revenaient régulièrement pour devenir pentester. Et donc, après 1 an et demi de conférences, de stages, de MOOC, de Summer School, de Lab et de CTF, et également de bénévolat auprès d'associations de femmes et de jeunes, j'ai réussi à être embauchée chez Okiok à Laval comme pentesteuse. Maintenant, je vais vous présenter un des aspects de mon travail. Si vous cherchez la définition d'un hacker, à moins d'aller sur des sites spécialisés, la définition générale, elle est très péjorative. On va trouver des termes comme fouineur, par exemple, et il y aura la notion d'illégalité. Mais à la base, un hacker, c'est quelqu'un qui détourne l'utilisation d'un objet ou d'un outil pour en faire autre chose. Et donc, c'est quelqu'un qui est curieux de la façon dont fonctionne quelque chose. On distingue 3 types de hackers. Il y a les black hats, c'est les personnes qui vont c'est les criminels qui vont hacker pour leur gain personnel, pour se faire de l'argent, pour du cyberespionnage, de l'activisme, etc. Il y a les white hats, c'est donc les personnes qu'on peut appeler aussi ethical hackers, qui vont trouver des failles en hackant. Ils vont utiliser les mêmes techniques que les black hats, mais eux auront eu auparavant l'autorisation du propriétaire du système avant de les hacker. Et donc, ils vont travailler pour aider les entreprises, les organisations ou les particuliers. Et les grey hats, ça va être un mélange des deux. Ils vont chercher des vulnérabilités et ils vont notifier le propriétaire du système après. Ils peuvent demander de l'argent en échange ou menacer de publier leurs découvertes, mais en général, ils n'exploitent pas les vulnérabilités qu'ils trouvent. Mais ça reste illégal parce qu'ils n'ont pas obtenu l'autorisation au préalable. Donc, en fin de compte, à la lumière de ces définitions, tous les hackers ne sont pas mal intentionnés. Et sans white hat pour trouver avant les black hat les failles, il y aurait beaucoup plus de cybercrime. Donc, maintenant, je vais vous parler de ce que c'est que le pentest en particulier. Le pentest, c'est tenter de s'introduire dans un système afin d'en vérifier la sécurité. Ça permet de relever différentes failles de sécurité et de vérifier que tout est configuré comme il faut. Donc, il y a différents types de pentest. Je vais en présenter quelques-uns. Le pentest externe, on va essayer de s'introduire dans le système depuis l'extérieur et il y a différentes méthodes pour faire ça. On peut par exemple chercher si une interface d'administration d'un des systèmes de l'entreprise est disponible depuis l'extérieur. Par exemple, si les employés de l'entreprise X doivent utiliser une application pour poser leur jour de congé, si la page de connexion de cette application est disponible sur Internet, elle pourrait être hackée et ça va exposer les données sensibles. Et donc nous, on va essayer de se connecter à cette application et ça nous donnera un premier accès dans le réseau du client. On a aussi le Vulnerability Assessment et ça, ce sera rouler des scans sur des adresses IP qui seront fournies par le client
et ça va permettre de relever des vulnérabilités automatiquement, et nous, on va les analyser après. Il y a ensuite tout ce qui est pentest interne. Donc ça va être tenter de s'introduire dans un système depuis l'intérieur du réseau du client. Et une fois chez le client, on se connecte avec un câble Ethernet et on essaye de devenir administrateur de son réseau. Et donc un administrateur a tous les accès sur le réseau et sur tous les postes de l'entreprise. On va aussi faire des tests Wi-Fi et ça va consister à vérifier la sécurité du Wi-Fi. Est-ce que c'est facile de se connecter au Wi-Fi? On va vérifier si le mot de passe Wi-Fi est assez fort. Est-ce que les technologies qui sont utilisées sont fiables? Et donc, en effet, certaines technologies sont dépréciées donc, parce qu'elles sont vulnérables. On va faire aussi des campagnes de phishing. Okiok en propose. Et on va faire ce que ferait un attaquant, en fait. Et nous, on va avoir combien de personnes ont lu l'email. On va avoir une sorte de rapport pour voir combien de personnes ont lu l'email, combien de personnes auraient cliqué sur le lien, et ça permettra à l'entreprise de mieux cibler sa campagne de sensibilisation et de l'adapter. Il y a aussi les tests de sécurité physique, et ça c'est quand on essaye de s'introduire dans un bâtiment par exemple. On peut faire soit des scénarios pour essayer de manipuler les personnes pour qu'elles nous laissent rentrer, ou on peut aussi s'introduire de nuit. Et en général, il y a des cibles à atteindre, des objectifs à atteindre pour que le pentest soit complété. On fait aussi les tests de déni de service. Et donc, en fait, il y a différentes attaques qui peuvent mener au déni de service. Le déni de service, c'est quoi? C'est quand trop de personnes essayent d'accéder en même temps à une application et que l'application devient indisponible. Donc, on va tester ces attaques pour évaluer la résistance du système à ces attaques. On a ensuite ce qu'on appelle le Red Team. Et là, l'objectif, ce ne sera pas de trouver un maximum de vulnérabilité, mais plutôt de vérifier la capacité d'une entreprise à détecter les attaques. On a ensuite les applications web. Donc ça, c'est tester des applications. Et on va essayer d'accéder à des données sensibles, de devenir administrateur, en utilisant des attaques qui seront utilisées par des hackers, par des cybercriminels. Donc, par exemple, il y a une attaque qui s'appelle l'injection SQL que je vais vous montrer un peu après, et ça permet d'obtenir des informations de la base de données. Et la base de données, elle va renfermer toutes les informations qui sont nécessaires au fonctionnement de l'application. Donc, il peut y avoir des informations telles que des numéros de carte bancaire ou des mots de passe ou des choses comme ça. Maintenant, je vais vous présenter plus précisément ce que c'est que le pentest web. Lors d'un pentest, il y a différentes phases. Il y a ce qu'on appelle la phase de planification, où on va définir le scope, la cible exactement. Il y a ensuite ce qu'on appelle la phase de découverte, où on va chercher tout ce qui correspond à l'application, comment elle fonctionne, etc. On va vraiment observer tout ce qui se passe. Et il y a ensuite la phase d'attaque, où à partir de nos observations, on va pouvoir commencer à attaquer les éléments qui nous ont intéressés et les éléments qui ont attiré notre attention. Et enfin, il y a la phase de rapport qui va nous permettre de rapporter tout ce qu'on aura trouvé pendant la phase d'attaque. Et donc là, ce qui va être très important, c'est d'avoir bien pris en note toutes les preuves et screené toutes les preuves qu'on a trouvées pendant la phase d'attaque, afin de pouvoir le reporter dans la phase de rapport. Et on va élaborer tout un rapport avec une partie de comment effectuer l'attaque pour que la personne qui lise le rapport puisse reproduire l'attaque, et les conseils pour tout ce qui est mitigation et, et tout ce qui est référence et tout ça pour éviter
pour que la personne puisse corriger les vulnérabilités de l'application. Donc, j'ai utilisé des outils pour la démonstration qui sont Metasploitable 2 et qui sont des outils qui sont volontairement vulnérables. Donc, c'est fait exprès pour ça. Donc, c'est des choses qu'on teste sur ce laboratoire-là. Il ne faut pas faire ça n'importe où. Il faut toujours avoir l'autorisation d'un propriétaire du site avant de tenter quoi que ce soit, parce que sinon vous êtes hors la loi. Je préfère le préciser parce que c'est très important. Donc, je vais vous parler en premier lieu du cross-site scripting. Donc, c'est quand on va injecter un code JavaScript et ça va permettre de récupérer le cookie de session d'un administrateur. Je vous ai mis le lien sur ma présentation de la documentation de OWASP qui est très précise là-dessus. Et donc, en général, ce qu'on va utiliser comme point d'injection, c'est les inputs, les champs de saisie qui permettent à l'utilisateur de saisir des informations. Et donc là, je vous ai mis aussi en bas le lien pour ici pour accéder sur Mutilid à la page de l'exemple qui va suivre. Donc cette page-là, elle comporte des points d'injection. Donc on peut voir là que l'utilisateur peut saisir quelque chose. Donc on va voir d'abord ce qui se passe quand on envoie le formulaire avec juste là on a rentré Women Tech Makers. Et donc là on voit qu'il affiche ici la saisie qui vient d'être faite. Donc notre saisie, là comme donc je viens de le dire, elle s'affiche sur la page. Donc ça indique vraiment qu'on a un point d'injection potentiel. Donc on peut essayer avec le payload qui est juste là. Et là, on voit, en ayant rentré ce payload-là, que la page d'alerte s'affiche. Donc si on regarde le code de plus près, on voit que notre payload a été interprété. Et on voit que, en effet, les balises scripts sont bien comme des balises scripts, comme si ça avait été fait par le développeur, et que, ça va réellement afficher une alerte. Donc pour éviter le cross-site scripting, il faut faire de la validation de saisie. Il n'y a pas de méthode toute simple, mais donc là je vous ai mis la documentation de OWASP qui est très utile, et il y a toute une cheat sheet qui couvre la faille XC7, que je vous invite, si vous êtes développeuse, à la consulter. Ensuite, je vais vous parler de l'injection SQL. Donc l'injection SQL, c'est quand on va injecter du code SQL et que ça va permettre donc, comme je vous disais dans le début de la présentation, d'extraire des informations de la base de données. Et ça peut aussi permettre d'outrepasser une page d'authentification. Donc il y a la documentation de OWASP qui concerne cette attaque. Donc pour outrepasser l'authentification, on va essayer d'utiliser le payload suivant. Et donc on va rentrer dans le nom et on va rentrer ça dans le mot de passe. Voilà, et on va être, là comme vous le voyez en bas, logué comme administrateur. On aura réussi à bypasser l'authentification. Alors on va pouvoir voir là comment est faite la requête qu'on a envoyée avec le formulaire. Donc on voit qu'il y a ici la partie en orange qui a été commentée. Donc le mot de passe ne va pas être vérifié. En fait, elle est commentée parce qu'on a utilisé les caractères qui permettent de commenter les requêtes SQL. Voilà. Et donc la requête qui a été interprétée, ce sera en fait celle-là. Donc la condition 1 égale 1, c'est une condition qui est toujours vraie. Donc on a plus ou moins cassé la requête et on a pu rentrer, même sans avoir les identifiants. Voilà. Pour éviter la faille, l'injection SQL, il faut utiliser des prepared statements et donc faire de la validation de saisie. On peut utiliser des whitelists. Il y a beaucoup de procédures différentes. Et donc OWASP propose également une documentation précise sur ces procédures-là. Maintenant, je vais vous parler du directory traversal. C'est une attaque qui va permettre d'accéder au système de fichiers et donc à des fichiers
qu'un utilisateur quelconque qui va naviguer dans l'application ne sera pas censé voir. Donc il y aura par exemple des fichiers de configuration de la base de données, des fichiers de configuration du serveur web, plein de choses différentes qui seront pas forcément, enfin qui sont pas censées être vues par n'importe qui. Donc il y a la page de WASP pour le pass traversal ici. Donc là, si on voit cette page, elle a l'air tout à fait normale. Et quand on regarde l'URL de plus près, on voit qu'il y a un paramètre qui permet d'accéder à la page. Donc ça indique que c'est probablement la fonction PHP include qui est utilisée et qui pourrait être vulnérable. Donc on va essayer le payload suivant. Et on va tenter d'accéder au fichier qui contient les données. Ça c'est un fichier qui va contenir vraiment les données des utilisateurs sur les serveurs sous Linux. Quand ce sera des serveurs sous Windows, c'est d'autres. Il y a d'autres payloads qui permettent d'accéder à des fichiers sensibles. Donc il faut ajouter ce payload-là, ici, à la place de la page en fait. Et là, on va avoir accès au fichier qui nous intéresse. Donc là aussi, pour éviter ce genre d'attaque, ça va être de la validation de saisie. Donc là, encore une fois, je vous renvoie vers la page de WASP qui concerne cette attaque. Voilà, maintenant je vais vous présenter quelques outils pour le pentest. On a les proxys, on a les fuzzers et on a d'autres outils qui sont aussi intéressants. Donc là, par exemple, les proxys, on a OWASP, ZAP et Burp Suite. L'objectif des proxys, ça va être d'intercepter les requêtes afin qu'on puisse les analyser et les modifier pour envoyer autre chose et pour vérifier plusieurs fois comment fonctionne le site. Ça permet vraiment de bien observer le fonctionnement d'un site. OWASP ZAP est open source, alors que Burp Suite est propriétaire. Il y a une version community gratuite et il y a une version pro payante. Mais aussi l'avantage de ces proxys, c'est que ils vont relever des éléments potentiellement vulnérables et nous, avec ces relevés-là, on va pouvoir faire de l'analyse et vérifier s'ils sont effectivement vulnérables ou pas. Donc voilà, là, on a un exemple avec Burp Suite. Donc là, c'est encore Mutilidé et c'est une page, la page userinfo.php et on voit tout ce qui se passe pour accéder à cette page. Donc, il y a aussi les fuzzers. Ça va être des outils qui vont permettre d'envoyer une série de payloads ou de brute forcer des pages d'administration, par exemple, en essayant à la chaîne plusieurs fois des mots de passe. Donc ça peut se faire avec l'intruder de Burp et ça peut se faire aussi avec Burp. Et donc avec l'intruder de Burp, on peut essayer différents payloads XSS sur un point d'injection par exemple et ça va nous permettre de générer des stack traces ou de générer des erreurs, enfin des choses comme ça qui sont intéressantes pour nous, pour nos analyses, pour vérifier tout ce qui est vulnérable. On peut aussi tenter de brute forcer un formulaire d'authentification, comme je vous disais tout à l'heure, avec donc on va avoir une liste d'utilisateurs et une liste de mots de passe qu'on aura prédéfinis. Et pour chaque utilisateur, il va tester tous les mots de passe de la liste, ensuite il va passer à l'utilisateur suivant, et ainsi de suite. Et donc on peut aussi avec Derb énumérer les répertoires d'un site avec aussi une liste de mots prédéfinis, puisque souvent, si on a par exemple un serveur web Apache, on retrouvera parfois les mêmes répertoires parce que ça peut être assez uniforme d'une application à l'autre. Donc là, on a un exemple de fuzzing. Avec Derb, on a énuméré les pages et les répertoires d'une application. Là, notre application cible, c'était Mutilidé à nouveau. Et donc là, on voit on a différentes pages. On voit que quand on a un code de sens, c'est que la page est bien disponible. Donc il y a beaucoup d'autres outils qui sont très utiles pour tester, mais ça n'aurait pas vraiment de sens de tout présenter. Après, je peux en mentionner quelques-uns. Par exemple, on peut utiliser BIF pour tout ce qui est XSS. On peut utiliser SQLmap pour les injections SQL.
et on peut utiliser WP Scan pour WordPress. Après, tous les outils sont préinstallés sur Linux, donc je vous invite sur Kali Linux. Donc je vous invite à explorer Kali Linux et à essayer tous les outils qui sont dessus si ça vous intéresse, parce que c'est vraiment intéressant pour apprendre à se familiariser avec les outils. Et puis, il y a énormément de tutoriels sur Internet pour mieux les prendre en main. Là, je vous ai proposé une liste de ressources utiles. J'ai notamment conseillé Hack the Box et Certified Secure et les projets OWASP parce que c'est des projets qui vont vous permettre de pratiquer sans que ce soit illégal. Donc Hack the Box, c'est une plateforme de CTF. Certified Secure, c'est des petits challenges. Et les projets OWASP, donc il y a beaucoup de labs. Il y a aussi une liste de sites internet vulnérables. Et puis, alors, j'ai aussi mis Cybery. Cybery, c'est une plateforme de MOOC. Et donc, il va y avoir énormément de cours. Ils sont disponibles gratuitement. Il y a une version payante, mais il y a une version gratuite. Et il y aura différents sujets de cours. Donc là, vous avez toutes les ressources, beaucoup plus de ressources encore sur ce lien-là. C'est mon blog où j'ai consigné toutes les ressources qui m'ont été utiles. Et aussi également, ce dont je voulais vous faire part, c'est que le Mossé Institute propose une formation à distance pour les femmes qui souhaitent se former à la cybersécurité. Et donc, je peux, si ça vous intéresse, vous inscrire sur la plateforme. C'est 100% gratuit, c'est 100% à distance. La seule condition, c'est que vous soyez une femme. Donc, vous pouvez me contacter en message privé directement sur LinkedIn et je vous en dirai plus si vous avez des questions. Voilà, donc moi je reste disponible virtuellement si vous avez des questions. Là, vous avez toutes mes informations de contact. Je tenais encore à remercier Women Tech Makers d'avoir organisé cet événement et d'avoir maintenu tout ça malgré les circonstances. C'est vraiment apprécié.